sang jusqu'à notre mort. Elle rythme chaque instant de nos vies. Et face au repli identitaire, la musique peut nous permettre de partager ce que nous sommes, ce qu'est ce pays. Je voudrais à nouveau que vous écoutiez les quelques voix, le teaser que vous avez peut-être entendu, mais pas avec suffisamment d'attention, les quelques voix d'artistes qui se sont exprimés pour dire ce qu'ils sont et ce qu'est notre monde et ce qu'est notre pays. Quantité de différentes cultures. Diverses, variées, enrichissantes, épanouissantes. L'identité de chaque personne, elle est multiple, elle est non figée. Faire reconnaître les cultures, les richesses, l'essence en fait de chaque personne. Elle est bretonne, elle est malgache, elle est un peu chinoise, mais elle est aussi française. C'est travailler à l'histoire de chacun de nous, et j'ai le droit de ne pas faire un choix. La France est riche de toutes ses composantes. Le respect, l'ouverture. Le public, il a un rôle à jouer. L'objectif, c'est que les salles de concert ressemblent à nos écoles, ressemblent à nos médiathèques, ressemblent à la rue française, qui est une rue diversifiée. La musique. La musique. Regardez par exemple en ce moment dans les médias, quels que soient les médias, les musiques dites du monde sont marginalisées ou n'existent pas. Certaines musiques régionales également. Et je voudrais, puisque l'actualité nous rattrape, parler de l'outre-mer français. Les problématiques de relégation, d'inégalité de traitement, au niveau du social, de l'identité, du culturel, sont légion à l'endroit de l'outre-mer. Et la révolte du peuple guyanais, évidemment, l'explique. Mais ces révoltes-là, nous les avons déjà connues en 2009, en Guadeloupe puis en Martinique, mais également en Martinique en 74 et en 67. La diversité culturelle, l'expression de toutes les musiques, ici en France, est désormais une urgence. Depuis le 3 février, Zone Franche mène une action citoyenne et artistique afin que les médias prennent en compte toutes ces musiques, toutes ces identités qui constituent donc notre pays, la France. Zone Franche est une organisation de professionnels issus des secteurs de l'édition, salles de concert, de l'encadrement des artistes, de labels de disques également, bref, de celles et ceux qui font en sorte que les musiques existent dans notre pays. On va recevoir ici des femmes et des hommes engagés pour cette diversité culturelle. Et je voudrais tout de suite accueillir le directeur de Zone Franche, Thomas Laou Ap. Où est-il, Thomas? Thomas est là. Je vous demande d'applaudir Thomas, s'il vous plaît. Et Thomas, on va également appeler tout de suite Sébastien Lagrave, qui est le président donc de Zone Franche, qui est également un artiste, hein, chanteur. Ça c'est fini, mais c'était avant, on reste chanteur quoi qu'il arrive, et tu es toujours, quoi qu'il arrive, le directeur d'Africolor, et ça depuis 2013. Depuis 2013. Thomas. Oui, Claude. C'est une belle action, en tout cas, que celle menée par Zone Franche. C'est la raison d'être de Zone Franche. Alors, présentation déjà. Zone Franche, c'est un réseau national, hein, le réseau national des musiques du monde, qui représente 150 structures en France, mais aussi dans 13 pays internationaux, à l'étranger, et également des acteurs dans l'outre-mer notamment. Alors, il est question d'œuvrer, ça fait un petit bout de temps qu'on en parle, hein, pour qu'il y ait au moins, ce n'est pas tant demandé, 10% de musique dite du monde dans les médias, à la radio, à la télé, et on a le sentiment que c'est un combat qu'il faut mener et qu'en face nous avons des gens sourds à ces demandes légitimes. C'est vrai que depuis les années 90-2000, où il y a eu un grand développement des musiques du monde et une exposition médiatique beaucoup plus importante, aujourd'hui on est confronté à un rétrécissement de cette visibilité, et ça impacte l'ensemble de la filière des musiques du monde, et ça impacte également la représentation de la diversité culturelle en France. C'est pour ça qu'on mène notre proposition principale durant cette campagne, qui est à la fois faite pour mobiliser les médias, mais également les politiques, puisque s'il doit y avoir une loi mettant en place des quotas,
comme ça a été le cas pour les quotas de chansons françaises à la radio. Il faut une loi et donc il faut toucher les politiques. C'est pour ça que cette campagne est faite, pour toucher réellement les candidats aux élections présidentielles. Et le premier tour est la semaine prochaine. Alors justement, est-ce que tous les médias sont sensibles à cette campagne au son? On a du mal à toucher les médias dans leur ensemble, mais on a quand même du soutien par rapport à certains médias. On a eu quand même des articles, des relais dans Le Monde, dans plusieurs journaux nationaux. Concernant la question des quotas et du 10% de quotas, on se rend compte que pour beaucoup de médias, ça serait plutôt une contrainte, alors que nous proposons quelque chose d'assez mesuré, donc on ne demande pas 30% ni 40%, mais 10% par rapport à ce que représentent les musiques du monde aujourd'hui en France, c'est-à-dire à peu près 7 à 10% des représentations musicales, des spectacles en France. Et il existe déjà des radios qui font le travail, comme je pense à RFI, je pense à Radio Nova, je pense également à FIP, qui a quand même 30% de programmation musique du monde. Mais on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de radios comme France Inter où il y a seulement 6% de musique du monde, ou d'autres radios privées comme RTL ou Énergie où autour de 2%. Ce qui est les radios musicales, effectivement très populaires qui pourraient faire plus qu'un effort. Tout à fait. Bon. Je sentais que tu allais parler de la période qui nous occupe, période électorale, la présidentielle. C'est vrai que bon nombre de candidats expriment justement leur orthodoxie sur le repli identitaire, c'est-à-dire une France qui serait blanche et judéo-chrétienne et débarrassée dans leur imaginaire de toute diversité. Comment est-ce que l'on fait pour s'opposer à cela en cette période ? Je vais laisser la parole à Sébastien sur cette question, si tu le veux bien. D'accord. Monsieur le Président. Comment est-ce que l'on fait pour s'opposer à cela? On clarifie, pour moi, d'abord les notions. C'est un peu l'ancien prof qui parle. Ces notions, on les clarifie par un travail de définition justement d'un certain nombre de notions qu'on utilise comme ça, et notamment cette notion de diversité culturelle. Et je dois dire que une des premières victoires, des petites victoires, on a une semaine, on est place de la République, on a une semaine du premier tour de l'élection présidentielle, et on peut dire que ce fameux débat sur l'identité nationale dont on nous promettait qu'il serait au cœur de la présidentielle, qu'il occuperait tous les esprits, il est passé un peu au second plan. Et là, je voudrais quand même remercier tous ceux qui, depuis un an, ont fait passer petit à petit ce débat au second plan. Et avec eux, on fait passer au second plan tous les tenants du c'était mieux avant, ces grands nostalgiques du participe passé, du prédicat, de la France des années 40, etc. Et tous ces chroniqueurs, pour ne citer que les Finkielkraut, les Zemmour, ces défaitistes de la pensée en tout cas. Et je crois que ce qui est très, très important de dire, puisqu'on est là, c'est de dire que nous, ce qu'on entend par diversité culturelle, c'est exactement le contraire de cette notion d'identité, parce qu'ils pourraient nous dire, mais nous aussi, on est pour cette diversité, la diversité des clochers, la diversité des terroirs, comme la diversité des fromages, etc. Eh bien, nous, ce qu'on entend par diversité culturelle, et ce qu'on veut marteler ici, ce qu'on veut dire ici, c'est que c'est une diversité de diversité. Que cette diversité, elle a toujours commencé, qu'elle a commencé depuis la nuit des temps, qu'elle a fait de chacun de nous un monde à lui tout seul, une sorte de multiplicité à lui tout seul. C'était le cas dans ce qu'on disait, dans ce qu'on entendait dans le teaser. Chacun de nous est comme un monde à lui tout seul, il est à la croisée de plein de chemins, et il n'est pas une sorte d'atome. Je crois que chacun de nous est le résultat un peu fragile, un peu précieux de toute une histoire qui a commencé depuis très longtemps. Et ça me paraît très important pour contrer ces offensives qui consistent à dire qu'il y aurait une sorte de France éternelle, qu'il y aurait une France des clochers, qu'il y aurait eu une vie rurale avant qui aurait été figée dans le temps et que c'était mieux comme ça. Et je crois que si on a déjà marqué ça, si on a déjà marqué que cette diversité culturelle, elle a fait notre pays depuis que, je sais pas quoi, les Gaulois et les Gauloises, dans les premiers fest-noz, les premiers festivals de musique du monde, avaient déjà fait des ripailles païennes avec les Vikings, avec les Burgondes et les Basques, je sais pas quoi, eh bien cette diversité, si on a déjà montré ça, on a déjà gagné. Et d'ailleurs j'espère que dans les prochains festivals électro-hérétiques, les Hellfest, etc., eh bien on refera encore des générations de bambins pas très catholiques peut-être, eh bien on continuera tout ça. Et je crois que ça me paraît très important de le dire ici, place de la République, et de dire que l'accomplissement de la République, c'est la diversité culturelle.
l'universel dont on nous parle, dont on nous abreuve à longueur de journée, eh bien cet universel, c'est pas quelque chose qui se commande, c'est pas une injonction, c'est pas un aboiement. Cet universel, il n'existe que par la diversité culturelle. Et je crois que depuis 10-15 ans, on a eu cette espèce de supercherie de tout un courant de pensée, de ces tenants d'une suprématie de caste et d'une suprématie de centre-ville, qui ont fait passer leur particularisme à eux, c'est-à-dire leur musique de centre-ville, leurs inquiétudes à eux, le participe passé, qui ont fait passer leur communautarisme pour de l'universalisme. Et ils ont dit, eh bien moi, mon universalisme, là, moi, ma culture, ma musique traditionnelle de mon centre-ville à moi, eh bien, je veux qu'elle soit la musique de tout le monde, etc. Et je crois que cette supercherie depuis 20 ans, il faut la dénoncer et dire que l'universel, eh bien, c'est l'accueil de tout le monde. Et que l'universel, c'est une manière de faire qu'il y a toi et moi, qu'il y a nous et vous, et qu'il y a ici et là-bas. Et que l'universel, il se construit jour après jour par cette construction commune de chacun d'entre nous qui n'a ni à prouver qu'il est intégré, ni à prouver qu'il est assimilé, qui n'a pas à montrer patte blanche. Et je vois sur le fronton de cette statue les différentes dates des constitutions. Enfin, je me rappelle qu'en 1789, eh bien, était français quiconque voulait être français, par exemple. Je me rappelle qu'on n'avait rien à prouver dans les premiers élans révolutionnaires. Je pense évidemment au député Barrère, qui a été parmi ceux qui ont déclamé cette espèce de droit universel à être ici pour chacun de ceux qui voulaient être ici. Cette diversité culturelle, eh bien, nous la martelons et nous voulons dire à tous ceux qui, du côté de l'identité nationale et tous ceux qui sont du côté de l'universel vide, eh bien que ici, place de la République, nous demandons à tous les candidats à la présidentielle de faire de la diversité culturelle l'horizon de tout leur programme. Sébastien Lagrave, merci de le dire comme ça, parce que ça paraît simple à certains d'entre nous, à nous qui sommes réunis ici, à certains qui nous écoutent ici et là-bas. Et c'est vrai qu'on voit, on entend dans ce débat politique, on entend depuis 30 ans que c'est compliqué, comme s'il y avait les dernières résistances. Mais comme disent certains, ces dernières résistances, de toute façon, sont amenées à disparaître et à sauter parce qu'on ne peut pas aller à l'encontre de la marche du monde. Je voudrais juste qu'on revienne sur l'action au son. Où en sommes-nous ? Au son citoyen, c'est une campagne qui a débuté donc le 3 février, qui a été lancée en priorité sur les réseaux sociaux avec un teaser vidéo qui a eu plus de 150 000 vues en un temps assez rapide. Et un appel, notamment un appel pour la diversité culturelle et musicale, qui est à la signature depuis cette période-là, qui a reçu à peu près environ 2000 signatures. Cet appel, il est constitué en fait de 6 axes qu'on revendique, qui sont autour de vous. Là, vous pouvez voir sur votre gauche. On demande par exemple la valorisation des richesses de la diversité culturelle par le biais de cette proposition de 10% de musique du monde dans les médias, à la télévision et à la radio. Le deuxième point, c'est très important pour nous, c'est le respect des personnes et de leurs droits culturels. Aujourd'hui, les politiques culturelles sont, pour nous, selon nous, en perte de vitesse, sont en train de se réduire. Le ministère de la Culture ne fait plus que gérer des crédits et ne réfléchit plus à pourquoi on fait ça en fait, pourquoi la culture c'est important et pourquoi la culture influe et infuse dans tous les strates de la société et à tous les niveaux. Et en parlant de droit culturel, qui est une condition, qui est une définition UNESCO, on défend, une vision nouvelle de la culture en fait. Une vision qui viendrait aussi, qui serait partagée avec les citoyens, une vision de la culture non descendante, non élitiste, mais partagée. Partagée dans le respect et dans le but de faire humanité ensemble. Donc toutes les personnes qui, face à cette notion, nous disent « vous êtes pour le communautarisme », nous on leur dit non. À partir du moment où on veut faire humanité ensemble, on n'est pas pour le communautarisme, on est dans l'échange. Voilà, c'est ça la base de notre appel. Et peut-être on peut revenir après sur les autres axes. Oui. L'axe important pour nous, c'est la circulation des artistes et de leurs œuvres, puisque c'est très important pour les artistes musique du monde, qui souvent, la plupart des artistes avec lesquels nous travaillons, habitent à l'étranger. Et il y a des gros problèmes pour ces artistes et aussi pour des franges importantes des populations à venir se produire, à se rendre en France, notamment sur les problèmes de visa. Exactement, et je le vis assez régulièrement à RFI dans Couleurs Tropicales, lorsque de temps en temps nous attendons un groupe, un artiste, et on nous prévient quelques jours avant que malheureusement le visa lui a été refusé.
Et on voit bien que pour bon nombre d'artistes, d'Afrique en particulier, le refus de voyager et d'appartenir à ce monde est malheureusement le quotidien de beaucoup trop d'artistes. Et merci de s'engager contre cela et pour que cela change. C'est vrai qu'on mène depuis 2009 le comité Visa Artistes pour arriver à débloquer les situations, parce qu'il y a souvent des problèmes, des situations problématiques, notamment voilà, au niveau des visas. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une nouvelle loi qui vient d'être votée, la loi pour le droit des étrangers en France, qui permet de faciliter la venue d'artistes. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que cette loi, elle nous permet d'avoir des avancées, donc de plus facilement faire venir les artistes. Le problème, c'est qu'il y a eu des habitudes qui ont été menées depuis Nicolas Sarkozy, depuis qu'a été créé le ministère de l'Identité nationale et d'immigration, qui a fait que dans les consulats, on se rend compte qu'il y a des pratiques qui sont un peu inhumaines. Les artistes sont forcément suspects. Et on leur demande beaucoup de choses. On a pu leur demander parfois un certificat de non-grossesse pour prouver que la danseuse qui devait venir allait bien retourner dans son pays. Enfin, c'est des choses illégales qui sont en rupture complète avec la Constitution et qu'on a dû rappeler à chaque fois. Mais ça, c'est pas normal qu'on ait le rappeler. Parce que la loi, elle est là. La loi, elle doit être respectée pour tous. Et aujourd'hui, notre rôle, c'est d'arriver à ce qu'on aille encore plus loin. C'est pour ça qu'on demande comme proposition la création d'une agence nationale pour la circulation artistique, mais également, il faut penser aussi aux artistes en exil qui, quand ils arrivent en France, font leur demande d'asile et ne peuvent pas travailler pendant 9 mois, parce que c'est la période légale. Nous, on demande à ce qu'ils puissent vraiment travailler dès le départ, dès qu'ils arrivent, parce que c'est important de pratiquer sa discipline pour ne pas perdre aussi sa notion. C'est important aussi pour soi, en termes d'intégration professionnelle et d'intégration dans la société, tout simplement. Tout à l'heure, vous pouvez applaudir si vous voulez, je sentis que certains avaient envie de... Tout à l'heure, Élise Aubry organisera une agora ici. Alors, où est Élise? Elle est là. Peux-tu prendre le micro et nous dire 2 mots sur ce qui va se passer dans un instant? Enfin, dans quelques minutes, puisqu'avant cela, des intervenants vont venir sur scène. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour le passage de parole. Donc je m'appelle Élise. En fait, Zone Franche, la campagne au son, c'est une campagne qui a été pensée, réfléchie collectivement pendant 1 an avec la plupart, enfin en tout cas nombreux et nombreuses structures qui font partie du réseau, donc qui sont des personnes et des structures qui œuvrent au quotidien pour faire valoir cette diversité culturelle et qu'elle soit représentée au mieux possible dans les salles de concert, les salles de spectacle, en production, en diffusion, en création. Et donc nous avons réfléchi ensemble pour voir quels étaient les messages communs et voir comment les musiques du monde étaient un outil politique et social aujourd'hui pour valoriser et faciliter l'expression de cette diversité culturelle. Du coup, il y a différentes personnes qui vont venir intervenir ici, tout à l'heure, sur leur vision de la diversité, les propositions pour faire valoir cette diversité dans notre pays. Et l'idée, c'est que nous, participants, citoyens, citoyennes, qui sommes là, nous ayons aussi notre mot à dire, que nous puissions questionner, réinventer, bousculer les politiques, les propositions, et quelles seraient celles qu'on voudrait mener. Donc il y a 3 espaces, il y en a un qui est ici, diversité culturelle. De quoi on parle? Est-ce qu'on est d'accord, pas d'accord? Quel est le langage commun qu'on utilise ou pas pour définir la diversité culturelle? Donc au milieu, ici, vous avez des papiers, des cartons, des feutres. Vous pouvez dessiner, écrire, symboliser, synthétiser, ce que vous voulez, schématiser. Et venir ici inscrire vos pensées et vos réactions ou vos questions par rapport à tout ce qui va être dit tout à l'heure. Et on pourra en discuter ensemble dans l'agora. Ici, on a un espace qui est plutôt d'essayer de regarder ensemble quels sont les obstacles aujourd'hui à l'expression de cette diversité. On parlait de repli, on parlait d'uniformisation, on parlait de formatage. Où se situent les obstacles? Pareil, vous êtes invités à venir vous exprimer. Et dans un 3e espace, on est plutôt, alors c'est bien gentil de critiquer, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour changer la donne? Quelles pourraient être les propositions, les rêves ou les outils à mettre en place? Où est-ce que le changement, il peut s'opérer? Donc voilà, moi l'agora, je vais pas la faire toute seule, sinon je vais m'embêter un petit peu. Le but, c'est que je parle le moins possible pendant cette agora et que ce soit vous
et nous tous ensemble qui débattions des propositions pour faire vivre la diversité culturelle. Donc n'hésitez pas à vous emparer du matériel qui est ici. Merci. Merci ma chère Élise, à tout à l'heure. Thomas, on va terminer sur les autres points, les derniers points avant de recevoir notre premier intervenant. Très bien. Le quatrième point. Le cinquième point de la campagne, c'est quand même que les échanges internationaux soient équitables entre le Nord et le Sud. On travaille avec des artistes qui habitent dans des pays souvent en développement, qui sont dans les pays du Sud notamment. Il est important qu'il n'y ait pas de système de prédation qui soit mis en place. Et pour ça, il faut un soutien, puisque lorsque vous faites venir un artiste en France, et vous êtes forcément en déséquilibre économique par rapport à des artistes émergents qui seraient présents déjà sur le territoire. On demande à ce que la diplomatie culturelle soit réorientée vers les pays du Sud. C'était le cas il y a plus de 5 ans, mais depuis 5 ans, il y a des baisses de financement, notamment au niveau de l'Institut français qui avait un gros pouvoir, un gros soutien pour faire venir les artistes, les faire tourner dans les instituts français, les professionnaliser et ensuite leur permettre de venir en France. La France qui est quand même le premier marché mondial en création et en diffusion dans les musiques du monde au niveau mondial. Et donc c'est vraiment un levier. Faire venir des artistes en France par ce biais, c'est extrêmement important pour nous et on demande à ce qu'il y ait un vrai soutien, une vraie prise en compte et que la diplomatie culturelle ne soit plus seulement orientée vers les pays anglophones. Le sixième point, c'est bien sûr soutenir la valorisation des entreprises de l'économie sociale et solidaire, puisque dans notre réseau et dans les musiques du monde en général, ce sont des structures qui sont des organisations, des entreprises qui sont de taille modeste. Ce sont des gens engagés depuis très longtemps auprès des artistes pour développer des artistes musique du monde qui habitent dans un autre pays. Souvent, ça prend 4 à 5 ans. C'est un gros travail d'investissement qui n'est pas forcément mis en valeur et il y a des notions, des valeurs qui sont défendues par ces entreprises qui doivent être aussi valorisées. Et voilà ce que je voulais dire sur les 6 points de la campagne. Je vous invite à signer, si vous n'avez pas déjà fait, l'appel pour la diversité culturelle au niveau du stand à gauche et aussi vous servir, prendre du matériel parce que la campagne continue jusqu'au 18 juin. C'est une campagne qui va durer jusqu'aux élections, au deuxième tour des élections législatives, parce qu'on va essayer ensuite d'aller convaincre les candidats aux élections législatives sur les territoires avec tous nos adhérents répartis sur l'ensemble de la France, qu'elles soient ici ou là-bas. Exactement, ça va être, ce seront les mots, hein, ici et là-bas ou là-bas. Merci Thomas Laouab, merci Sébastien Lagrave. Donc Sébastien, président de Zone Franche. Nous allons maintenant accueillir notre premier intervenant. C'est un esprit libre, c'est un homme très attaché au respect des individus et à la diversité de notre monde. Une diversité présente en France. Il est le fondateur et le directeur de publication de Mediapart. Il y a en lui une île où un grand homme a écrit « La France ruse avec ses principes d'égalité ». Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir tout de suite Edoui Plenel. Bonjour. Cette terre, c'est la Martinique, hein, cette terre, hein, qui est un peu la vôtre aussi. Content Ouezot. Bon, et en plus, pourquoi pas les créoles? On pourrait dire salam alaikum, ouais. Parce qu'après il y a l'Algérie, et puis comme l'histoire, c'est ce que vous avez tous dit, c'est le monde il est en nous, en breton on dit des maths. Exactement. Comment expliquer, si ce n'est, nous avons déjà bien des pistes d'explication, mais dans cette période électorale, c'est encore plus exacerbé, la diversité culturelle est une réalité. La diversité culturelle française, rejetée par bon nombre de responsables politiques et d'élites des médias, explique peut-être aussi et nous ramène à notre histoire, à l'histoire de la France, à une histoire coloniale. Comment faire pour que chacun accepte ce que nous sommes dans nos diversités? Nous l'acceptons. Le poisson, il pourrit par la tête. L'enjeu de cette campagne électorale, qui n'est pas seulement le droit de vote, c'est qu'est-ce que nous, on va faire après, maintenant, après la campagne continue jusqu'en juin, c'est d'essayer de tourner la page du poison. Le poison, cela a été cité tout à l'heure, cela va faire 10 ans qu'il y a eu ce ministère de l'identité nationale au singulier et de l'immigration. C'est-à-dire à la fois dire que l'identité est à racine unique
Ça veut dire qu'elle oublie ses rhizomes, ses radicelles, son terreau, qu'elle n'est plus une identité en relation. En clair, c'est la négation de ce que nous sommes tous, dans notre langue, dans notre musique, dans notre nourriture, dans nos mots, dans nos imaginaires. Et donc, d'une part cela, et d'autre part le lier à la relation au monde, la coupure du monde. Quand Édouard Glissant et Patrick Chamoiseau ont fait le manifeste contre ce ministère, ça s'appelait « Quand les murs tombent », la dernière phrase, c'est tout le contraire de la beauté. La beauté et la bonté. La bonté, c'est important. Vous savez, vous avez cité Césaire tout à l'heure, un des poèmes de Césaire où il n'est pas question de livrer le monde aux assassins d'aube, et c'est actuel, y compris pour les dangers qui menacent, s'intitule « Nouvelle bonté ». La beauté et la bonté. Et je pense que ce programme politique, parce que c'est un programme politique, il est celui de la société telle qu'elle est, telle qu'elle vit, telle qu'elle se rencontre, telle qu'elle fonctionne. Donc la question, c'est qu'il y a une création, pas seulement ici, d'une division idéologique pour essayer, au fond, qu'on se fasse la guerre au nom de l'origine, au nom de la couleur de peau, au nom de la croyance, pour qu'ils aient la paix en haut, pour qu'ils continuent à nous opprimer, à nous exploiter. C'est les vieilles ruses. Et donc il y a un enjeu qui est l'enjeu du commun, qui est l'enjeu de faire relation, non seulement tel que c'est dans la vie quotidienne, mais de le faire dans l'imaginaire politique. Et ça, aucune force politique n'en est propriétaire, c'est à nous de le faire vivre, cet imaginaire commun de notre société telle qu'elle est. Alors ça suppose, en effet, de tout déverrouiller, de déverrouiller la relation au passé, cette histoire de repentance qu'on essaye de nous balancer. Bien sûr qu'il faut regarder notre histoire telle qu'elle est. Bien sûr que le colonialisme fut un crime contre l'humanité. On a dit, Barrère, tout à l'heure, la Révolution française. On oublie. Le lendemain où la Révolution française a aboli l'esclavage, que ce salaud de Napoléon a rétabli, vous le savez, le lendemain, elle a voté un texte disant, et l'esclavage et le colonialisme allaient ensemble, que c'est un crime de lèse-humanité. C'est-à-dire la notion moderne de crime contre l'humanité, eh bien, la Révolution française l'avait, un crime de lèse-humanité. C'est-à-dire que c'est un crime de lèse-humanité de décider, et on est au cœur de notre sujet, qu'une culture est supérieure à une autre, qu'une musique est supérieure à une autre, qu'une origine est supérieure à une autre, qu'une nation est supérieure à une autre, qu'une religion est supérieure à une autre. Et c'est ça l'enjeu du commun. Et c'est à nous la société, de faire front de tout ça dans toutes nos luttes. Les Guyanais sont de l'autre côté, Nuit debout est là et nous sommes là. Eh ben, tous ensemble. Ça me ramène au succès de Mediapart. Pourquoi? Parce qu'en réalité, dans un monde où tout est formaté, où l'autocensure dans notre métier, mon cher Edoui Plenel, est devenue presque une religion. Certains s'interdisent de dire et veulent affirmer une identité monolithique, locoderme pour ceux qui parlent de couleur de peau. Comment expliquer le succès de Mediapart qui finalement nous rassure, puisque Mediapart, c'est le monde. Alors, je ne vais pas rappeler tout ce que Mediapart a dénoncé entre l'affaire Cahuzac et pas seulement, qui redonne un petit peu d'espoir dans un monde qui peut être plus juste et équitable. Mais l'espoir, c'est comme ce que vous faites ici. D'ailleurs, Mediapart est partenaire de certains de ceux qui ont fait l'ensemble de la campagne. Qu'est-ce que c'est Mediapart? C'est un journal qui naît au fond de l'imaginaire démocratique qu'appelle la révolution numérique. La révolution numérique appelle une révolution démocratique. J'ai parlé d'identité-relation. Qu'est-ce que c'est que le numérique? C'est le lien. Le lien qui me permet d'envoyer un mail, qui me permet de partager, qui me permet de mettre des contenus différents, de mettre des sons, de mettre des images. Donc la question de toute révolution technologique comme celle d'Internet, c'est qu'elles appellent un nouvel imaginaire politique. C'est bien pour ça qu'ils paniquent en haut, c'est bien pour ça qu'ils n'aiment pas tout ce qui se passe au cœur de la société. Et l'autre chose de Mediapart, qu'est-ce que c'est? Nous sommes journalistes. Les journalistes, il y a une immense crise, et y compris une crise de confiance légitime, car il y a un journalisme conformiste, il y a un journaliste suiviste, il y a un journaliste parfois acheté, parfois corrompu, comme il y a ça en politique. Mais si on est dans la lamentation
Si on se contente, nous, d'être en victime du grand capital qui prend les journaux et qui nous empêcherait de faire notre travail. En clair, si on ne se bat pas, comment les gens peuvent avoir confiance en nous? Donc l'autre leçon de Mediapart, on relève ce défi démocratique au cœur du numérique, mais l'autre leçon, c'est comme cette initiative aujourd'hui au son citoyen, c'est se dire on doit se battre. Si vous voulez que les gens aient confiance en vous, il faut déjà que vous vous battiez. Il faut déjà que vous-même vous disiez non. Et puis enfin, je voudrais dire quelque chose qui me tient très fort à cœur. Comment dire? C'est la question, derrière ce mot de diversité, il y a la question des minorités. Et il y a toujours ce discours dominant qui dit il y a des minorités. Bien moi, je pense que la démocratie, c'est pas la loi de la majorité. Et je pense même qu'une démocratie vivante, c'est celle qui prend soin de toutes les minorités et des minoritaires. Pourquoi? Parce que la minorité, c'est pas une question quantitative, c'est une construction politique. Le monde ouvrier, le monde du travail, est construit et a été construit longtemps et est toujours construit comme une minorité. Il n'est pas représenté à l'Assemblée. Il est mis dans sa situation de domination sociale. Les femmes, la moitié de l'humanité. Alors que le monde ouvrier, pareil, il est massif. Le monde des travailleurs, le monde des salariés, les femmes sont toujours construites en minorité. Elles l'ont été longuement. Et donc, la question des minorités, quelles qu'elles soient de conditions, d'origine, d'apparence, de situation, etc. C'est la question qui est au cœur de la démocratie. C'est des minorités que vient la question démocratique. Car la minorité oblige à faire le vrai mouvement de l'égalité. Personne n'est propriétaire de l'égalité. Et donc si, cela a été dit tout à l'heure, si tu ne fais pas attention à celui-là, au nom du fait que c'est minoritaire, que c'est secondaire, c'est l'idéal démocratique lui-même. Si tu ne vas pas vers celui-là qui est relégué, ou celle-là, tu n'es pas au cœur de cette idée que au fond, l'égalité, pour moi, c'est un déplacement. C'est pas une notion juridique abstraite. C'est je me déplace, je fais mouvement vers l'autre. Je refuse d'être assigné, je refuse d'être enfermé. Et pour en revenir aux musiques, les musiques sont au cœur de cela. C'est du déplacement, c'est du mouvement, c'est tout ce qui fait que on va au-delà de nous-mêmes. Et l'au-delà de nous-mêmes, qui est au fond une forme de spiritualité en tout genre, que l'on croit au ciel ou que l'on ne croit pas, pour moi est au cœur de ce chemin-là. Et si j'ai appris quelque chose dans tout mon cheminement, c'est que la loi de la majorité est celle du conformisme, du suivisme. Il faut toujours l'ébranler par les questions dites des minorités. Comme une page. Vous avez une page là. Une page, pour que le texte tienne, eh bien c'est les marges qui font tenir le texte. Et donc c'est aux marges. Donc les 10% là, ce ne sont pas 10% à la marge, ce sont 10% au cœur. Edwy Plenel, avant de vous laisser partir, vous parlez de déconstruction. On a cité Césaire, vous avez cité Édouard Glissant parlant de rhizome. Je voudrais citer Sartre qui disait « Pour changer les choses, il faut parfois changer les mots. Est-ce qu'il n'est pas temps aussi, dans les médias, de cesser de dire minorité visible, de cesser de dire issu de l'immigration, comme si il fallait toujours prouver, et ça vous l'avez dit, je suis de ce pays-là. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi une révolution à faire? Mais il faut parler du tout monde. Il faut dire que le monde est en nous. Le monde nous a sauvés, nous sommes faits du monde. Nous sommes faits du monde profondément dans ce pays. Nous le sommes dans notre langue. Il y a des magasins là, hein. Il y a des magasins. Marzen en arabe. Et ça donne magazine. Ouais. Et c'est le lieu de la richesse. Et je pourrais multiplier plein d'exemples. Et donc, comment dire, la langue est pleine de passagers clandestins. Elle est pleine de passagers, entre guillemets, venus du monde. Mais parce que le monde nous a fait. Et de ce point de vue, ça a été dit aussi, la question de la diversité française ancienne, parce que la France de l'Hexagone s'est construite comme un empire colonial. Merci de ne pas dire métropole. Ah merci. Non, je ne dis jamais métropole. Merci. Je ne dis jamais métropole. Et donc, je dis ça parce que
c'est simplement d'avoir l'imaginaire de ce que nous sommes. Il est terrible de voir dans la campagne actuelle des candidats faire des pas de côté, voire des rejets de haine sur les mots des qu'on brandit multiculturels, intraculturels. C'est comme la négation de ce que nous sommes. C'est la négation du vivant. Quand on parle du tout monde, c'est l'idée que nous sommes un monde en relation qui est lui-même lié au vivant. Derrière cette question de la diversité, il y a aussi quelque chose qui est comme une écologie politique. C'est comment nous, l'humanité, nous devons être en lien aussi à la diversité qui est autour de nous, c'est-à-dire la diversité de la nature, le tout vivant du monde. C'est pour ça que ce combat-là, parce qu'on a besoin d'un imaginaire. Le mot a été tout de suite dit quand vous avez introduit. La politique, c'est pas qu'un programme. La politique, c'est pas des sauveurs suprêmes. La politique, c'est d'abord un imaginaire qui nous rassemble, qui nous met en mouvement. C'est comme ça qu'on fera reculer le racisme. C'est comme ça qu'on fera reculer les ombres. C'est comme ça qu'on fera reculer les haines et les peurs, par un imaginaire commun. Et ce que vous portez, et c'est pour ça que Mediapart est solidaire, l'accompagne, l'accueille, parce que Mediapart, c'est un journal sans frontières, sans papier, mais sans frontières surtout, eh bien, c'est parce que au cœur de ce que portent ces musiques du monde, ces musiques de tous les pluriels que vous pourriez mettre, eh bien, c'est cet imaginaire commun qui est celui qui nous permettra de résister aux catastrophes, au Trump, au Poutine, et vous trouverez les versions françaises sans problème. Edoui Plenel, s'il vous plaît, que le monde de remercier, d'applaudir. Merci beaucoup. Merci. Vraiment. Merci. Je voudrais que l'on applaudisse notre DJ Missy Ness, s'il vous plaît. Applaudissez-la. On était au cœur de la musique éthiopienne, là. Hein, c'est ça. Non, non, et tout à l'heure, tu pourras, à nouveau. On a évoqué une île. Nous allons accueillir une insulaire, justement. C'est une femme dont les combats forcent le respect. Elle fut présidente du CPMHE, qui est donc pour l'enseignement et l'histoire et la mémoire de l'esclavage. Elle est politologue, historienne et actuellement présidente de l'association Décoloniser les Arts. Madame Françoise Vergès. Françoise. Merci d'être avec nous, merci d'être là à l'invitation de Zone Franche. Décoloniser les arts, on a parlé d'imaginaire jusque-là. Qu'entends-tu? Quelle est l'action de l'association? Qu'entends-tu par décoloniser les arts? D'abord bonjour et bonjour. Est-ce que je peux avant tout dire quelque chose, parce que l'initiative sur la question de la musique me semble vraiment importante, parce que j'allais te poser la question. Il a été question d'esclavage. Tous les mouvements de progrès, tous les mouvements révolutionnaires sont toujours accompagnés de musique. Il y a toujours des chansons. En ce moment, en Guyane, on entend des chants. Et le fait que la musique porte des paroles de liberté, que c'est comme ça que les esclaves aussi conversaient dans les plantations, par la musique, me semble très très important de faire cette relation entre musique, bon il y a la diversité, mais entre musique et paroles, enfin de faire porter les idéaux de liberté, d'égalité partout dans le monde, toujours. Il n'y a pas un mouvement pour le progrès sans musique et sans chant. Il n'y a pas. Et d'ailleurs parfois quand on entend des chants, c'est ça qui nous fait souvenir d'un moment révolutionnaire. C'est pour ça que je disais tout à l'heure en introduction de cette rencontre, la musique nous accompagne
à chaque instant de notre vie, les moments joyeux comme les moments de peine. Voilà, elle fait partie de nous. Alors, décoloniser les arts. Alors, décoloniser les arts, c'est en 2015, on a créé cette association qui rassemble des artistes, surtout du monde du théâtre, mais aussi d'autres, des spectacles vivants et des personnes comme moi qui s'intéressent aussi à la question de la culture et des arts comme un champ extrêmement important. Alors c'était à partir d'un constat, selon l'Institut national des études démographiques, 30% des citoyens français seraient des non-blancs ou des racisés. Or, il y a très peu de représentation de ces personnes dans le monde des arts et de la culture, que ce soit à la direction des grandes institutions artistiques et culturelles, que ce soit dans les écoles de formation, dans le corps enseignant, que ce soit dans la forme dont que ce soit la danse ou le théâtre ou le cinéma sont enseignés, c'est-à-dire on continue, c'est toujours un enseignement occidentalo-centré, la forme de la narration, c'est un monde, le monde des arts bénéficie d'un préjugé extrêmement favorable. On pense que c'est un milieu extrêmement progressiste et ça masque les formes de discrimination qui existent. On peut penser par exemple pendant les Molières à Touchi-Toucha, le personnage de ce noir muet qui venait tapoter sur l'épaule des personnes si elles avaient parlé trop longtemps et que ça n'avait pas choqué du tout le monde du théâtre qui était là. Donc comment ça, même en 2017 ou en 2016, ça continue à s'insinuer, qu'il n'y a aucun grand rôle de théâtre qui est confié à une personne d'origine asiatique ou maghrébine ou noire, mais que Othello, on peut penser qu'Othello va à un acteur blanc. Je veux dire, grimé en noir. Grimé en noir. Donc ces choses qui ont l'air je veux dire, qui sont comme ça et qui n'arrivent pas. Donc c'était pour ça. Donc l'association, ça a été ça, pour en faire le constat, mais aussi pour penser ce que ce serait une décolonisation des arts. Prendre le biais de l'art pour décoloniser les esprits, est-ce quelque chose qui, à ton avis, peut toucher, pour le coup, les politiques, puisque nous sommes dans une période très politique, est-ce quelque chose qui peut les atteindre ? En général, la culture, il y a des déclarations de bonnes intentions, avec des choses, en général, des formules assez creuses et assez vagues, de dire que la culture c'est bien, que tout le monde doit avoir la culture. Je veux dire, ça c'est vraiment pas difficile de le dire, hein. Mais concrètement, très peu de choses sont faites. L'enseignement artistique est totalement en recul dans les écoles, et même quand les enfants, on se souvient de l'incident au Quai d'Orsay, au musée d'Orsay, de ces jeunes venus du 93 qui ont été mal reçus. Donc en fait, je pense que les politiques n'ont pas du tout pris la mesure de la question de qu'est-ce que ça veut dire la culture. Ils pensent que ça veut dire qu'il faut de temps en temps, si je peux me permettre, colorer le casting et que ça suffira. Ils ne comprennent pas que c'est un changement beaucoup plus profond dans la manière de penser les récits, de penser la représentation de toutes ces histoires. Est-ce que le concept de diversité a finalement, qui aurait dû être un espace de partage, une volonté de partager avec l'autre, est-ce que finalement cette diversité a marginalisé et t'oblige, toi et les autres membres de l'association, à parler de décoloniser les arts pour faire avancer la société française ? Oui, pour nous c'est très profond, c'est très structurel, c'est pas du tout juste des petits... Il suffirait pas de changer, de nommer simplement des personnes, c'est un profond changement, c'est pour reprendre Aimé Césaire, une révolution copernicienne des mentalités qu'il faut accomplir, ça va beaucoup, beaucoup plus loin. Et par exemple, quand on parle de musique, le fait que les musiques de ce qu'on appelle les Outre-mer bon, passons. Je sais que le terme ne te convient pas et ne convient pas à beaucoup de monde. Peu importe. Ce n'est pas du tout connu, ce n'est pas enseigné dans les écoles de musique, ce n'est pas conçu comme de la musique qu'on va enseigner, qu'on va apprendre. C'est conçu comme juste de la musique qu'on peut entendre pour peut-être, parce que quand même c'est pas si mal que ça. Et donc le fait que l'histoire de ces musiques, les itinéraires que ces musiques montrent entre les Antilles et l'Afrique et l'Amérique du Sud ou dans l'océan Indien, dans tous les endroits, n'est pas du tout enseigné. N'est pas enseigné, c'est ça aussi. C'est beaucoup plus profond que simplement faire rentrer 2 ou 3 personnes dans une institution. C'est vraiment faire apparaître la profonde pluralité de ce qui fait ce pays. Je vais jouer les candides puisque tu évoques l'outre-mer. Y a-t-il une différence de traitement entre les musiques du monde dites étrangères dans leur traitement en France et les musiques d'outre-mer? Bien sûr. Tu connaissais la réponse, c'est pour ça que tu me poses la question. C'est pour ça que j'ai dit que je joue le candide. Et
Et évidemment, oui, bien sûr, absolument. Et d'ailleurs, pour qu'elles soient reconnues, elles doivent être parfois classées dans Musique du Monde, quand on va dans les magasins. Et il n'y a pas du tout par exemple, le lien que tu peux faire avec Gros-Cas, Maloya et la question de l'esclavage, et de l'esclavage dans le monde français, esclavagiste français, n'est pas fait. Alors que dès qu'on va entendre blues et jazz, tout de suite, tu vas entendre les critiques de musique partir dans des envolées lyriques sur ces questions. Mais le fait que sur les terres françaises esclavagistes sont nées des musiques qui sont aussi puissantes et aussi importantes n'est pas du tout connu, n'est pas du tout dit. Donc il y a une ignorance, il y a une indifférence, et ignorance et différence vont effectivement nourrir des formes de discrimination qui sont invisibles apparemment, mais qui sont très profondes et très inscrites. Et qui parfois confinent au mépris. Que peut-on faire? Quelles sont les propositions qui seraient les tiennes pour à la fois décoloniser les esprits, là pour le coup, et changer les choses, faire en sorte que ce pays accepte sa diversité, qui normalement est une énergie extraordinaire pour gagner? Alors, il y a eu des actions déjà. On a écrit à tous les directeurs de toutes les institutions pour leur poser la question. Très peu ont répondu. On avait manifesté pendant la cérémonie des Molières en disant Molière so white. À la suite des Oscars, la question qu'elle c'était quand même que des blancs. Donc on fait des choses, on fait beaucoup d'interventions. Je pense, pour moi, la question c'est l'éducation. C'est-à-dire que aussi il faut transformer vraiment les écoles les beaux-arts, les écoles de danse, les écoles de théâtre, les écoles, enfin toutes ces écoles. C'est-à-dire que ça doit commencer là, et même au lycée et au primaire, on doit commencer à enseigner d'autres choses, simplement dans les musées, aller dans les musées et faire entendre d'autres choses. C'est vraiment très... je pense que la décolonisation, disait Fanon, c'est un processus historique. On est entré dans une nouvelle étape de ce processus. On n'est plus dans celle des années précédentes. On est dans une nouvelle étape où effectivement il faudra changer. Il faudra que certains privilèges soient abolis. Des privilèges soient abolis. Françoise Vergès, que je vous demande de remercier. Merci beaucoup, Françoise. Côté Messie tel, ça m'a cause à moi, prétend pour plaire là. Côté Madame tel, côté Messie tel, ça m'a cause à moi, prétend pour plaire là. Assez, arrête de ton tête tout sang, bataille pas pour la pauvre attends. Descendance, mon papa trop con. Descendance, mon maman, descendance, mon papa trop con. Voilà, ce Maloya, cette force de ce peuple réunionnais en résistance du temps de l'esclavage et qui, avec cette musique encore aujourd'hui, en 2017, affirme son identité et une identité plurielle. C'est une façon de dire au revoir également à Françoise Vergès. On va recevoir une femme, une historienne, une chercheuse associée à l'IRMIS. C'est une spécialiste de l'histoire des artistes algériens, j'ai même envie de dire maghrébins ici en France. Elle fut commissaire de l'exposition Un siècle d'histoire culturelle des Maghrébins en France. Elle ne me laisse même pas le temps de tout dire sur elle. Elle est déjà là. Naïma Hubert Yahi, s'il vous plaît, que je vous demande d'applaudir avant que j'intervienne. Bonjour Naïma. Bonjour Claude. Ah oui, non, mais tu es arrivé direct. Pardon. Quelle est pour toi, on a beaucoup parlé donc de musique, tu vas nous parler tout à l'heure de l'action qui est la tienne. Quelle est pour toi l'expression
la force et ce que représente la diversité culturelle et musicale de notre pays? C'est simple, sans diversité, il n'y a pas de musique, puisque la musique, par essence, tout à l'heure l'a dit Edoui, c'est la rencontre, c'est l'universel, mais l'universel auquel nous aspirons, celui qui fait sa place à chacun sur la photo de famille. Et effectivement, pour moi, la diversité culturelle, elle s'exprime autant ici, dans les diasporas, dans notre voisinage, dans notre cousinage culturel, que là-bas, quand nous entrons en résonance avec les mondes qui sont nos frères, voilà, des outre-mer, des outre-Méditerranée, ou même d'Europe et du monde. Je pense que c'est enfoncer une porte ouverte que de dire que la diversité culturelle, ce n'est pas négociable, c'est une réalité que nous vivons, et cette place en est l'incarnation, puisque chacun s'y croise, s'y rencontre et y échange. Place de la République, alors d'un point de vue physique, mais également en termes d'imaginaire, en termes de projet de société. Il y a quelque chose qui, depuis quelques années, gêne certains d'entre nous, c'est l'appellation nouvelle scène française. Et lorsque l'on voit celles et ceux des artistes de talent qui incarnent la nouvelle scène française, eh bien on découvre qu'elle est incarnée par des artistes qui ne sont ni noirs, ni maghrébins, ni asiatiques, comme s'il fallait opposer à un foisonnement de talents en France, une scène qui serait plus représentative de ce qu'est la France. Comment réagis-tu, toi, à ça? Et ce n'est pas réagir contre les artistes que l'on a enfermés dans cette niche-là, mais celles et ceux qui emploient cette terminologie et qui ont une vision, encore une fois, passéiste, comme les intervenants l'ont déjà dit. Alors la question, c'est celle des prescripteurs. Et si ceux qui tiennent cette prescription culturelle décident et créent des catégories excluantes, c'est à nous tous, citoyens, chercheurs, acteurs associatifs, programmateurs culturels, d'être inclusifs dans nos appréhensions du monde. Le public, lui, l'est déjà, puisqu'il se rend nombreux dans les concerts. Il est beaucoup plus curieux que ceux qui prescrivent le bon goût et qui caractérisent cette nouvelle scène qui serait française. Et on retombe un peu sur les débats introductifs de ceux qui ont eu l'intelligence de créer ce moment pour discuter de la diversité culturelle et qui nous rappellent qu'à la limite, c'est un faux débat. Il nous faudrait sortir de ces catégorisations sclérosantes. L'identité, c'est l'identité en mouvement. Elle n'est pas figée, elle évolue, c'est comme la musique. Elle évolue au gré des rencontres et c'est ce qui lui fait, peut-être, fait son charme et sa richesse. Et c'est à nous aussi de déconstruire. On parlait de décoloniser les arts, on peut aussi décoloniser nos imaginaires. Et même celles et ceux qui en sont les héritiers historiques ou directs, appelons les franco-maghrébins, franco-africains, franco ce qu'on veut, peuvent être aussi pétris de ces catégories et n'ont pas toujours conscience d'être enfermés dans des labels qui ne correspondent pas forcément à leur réalité. Donc nous n'allons pas tout déconstruire cet après-midi, nous allons simplement reprendre ces catégories, les questionner, les secouer, les ouvrir et dire ces musiques ont leur place, qu'elles soient imaginées, créées à partir d'ici ou qu'elles nous viennent d'ailleurs. Et d'ailleurs, nous en sommes la preuve, nous venons tous d'ici et d'ailleurs. Fin des années 80, début des années 90, il y a une explosion musicale en France, c'est le rail. Avec des artistes, je pense à Safi Boutella, je pense à Idir, je pense à Cheb Khaled, évidemment. À l'époque, on disait Cheb Khaled, et non plus Khaled comme on dit aujourd'hui. Il y a eu un moment extraordinaire. On voit bien qu'aujourd'hui, en ce début de 21e siècle, avec l'islamophobie galopante, on voit bien que les choses ont changé. Quel est ton constat aujourd'hui? Y a-t-il un tel repli identitaire qu'il y ait un rejet de ces musiques-là? Est-ce que tu le constates ou pas dans tes travaux? Rejet, non. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'avant le rail, il y avait déjà des musiques arabes de France. Et elles avaient leur public, mais ce public n'était pas le grand public. C'était un public communautaire. Elle était enfermée dans la communauté. Ce qu'a permis le rail, c'est effectivement s'ouvrir dans un contexte très favorable. C'était celui des années 80, celui qui a suivi la marche pour l'égalité et contre le racisme en 83, qui a permis une mode, un intérêt pour les cultures de l'immigration. Et c'est dans ce contexte que la révolution rail venue d'Algérie a rencontré son public et s'est frottée à ce mélange dont je parlais
Et le rail des années 90, avec des rockers devenus railleurs comme Rachita, Khaled, Mami, Rachita, carte de séjour. Carte de séjour, ouais. Tous ces artistes-là ont connu ces années de gloire, mais très vite ont été rattrapés par l'actualité géopolitique. Ceux qui ont théorisé le choc des civilisations, on peut penser à la guerre du Golfe au début des années 90, qui a eu une incidence sur la programmation ou non de chansons arabes sur les antennes de radio. On peut penser au 11 septembre 2001, qui a fissuré encore un peu plus cette capacité à s'ouvrir aux cultures venues des mondes arabo-musulmans. Et aujourd'hui, ces musiques rail, elles existent toujours, elles sont toujours appréciées. Je pense qu'il y a eu aussi un effet de mode qui s'est estompé. Et je pense qu'elles peuvent revenir sur le devant de la scène. Il y a une création très vive, notamment à Paris, qui est une des capitales du rail, avec Barbès. Et l'enjeu de notre rencontre cet après-midi, c'est de dire la création, la qualité est au rendez-vous pour ce répertoire, mais bien pour d'autres répertoires. Paris en est une plaque tournante, un lieu de rencontre, d'échange et de mélange. Et c'est à nous de porter ce combat pour décloisonner les mondes et leur rendre leur juste place dans les médias, dans ce marché des biens culturels où le public a soif de ces musiques et de ces rencontres. Comment est-ce que la chercheuse que tu es, l'historienne que tu es, peut œuvrer, aider de façon concrète à l'action de Zone Franche pour les musiques algériennes, du Maghreb, et pas seulement évidemment, parce que tu regardes le monde à 360 degrés toi aussi. Oui, alors modestement, ceux qui comme moi travaillent sur la question de l'histoire et de la mémoire, nous pouvons être à vos côtés sur la dimension patrimoniale. Nous interpellons très très souvent les institutions patrimoniales de type Archives nationales, Bibliothèque nationale de France et tous les acteurs comme le ministère de la Culture bien évidemment, pour leur rappeler leur responsabilité de valorisation patrimoniale et de permettre aux créateurs, puisque la musique c'est ancré dans le réel et dans le aujourd'hui, de pouvoir puiser dans ce patrimoine, se réapproprier ce patrimoine pour le transmettre et le restituer au public d'aujourd'hui grâce aux archives. Donc nous faisons émerger des archives sonores qui sont tapies dans les archives des grandes maisons de disques françaises, mais aussi d'ailleurs, qui ont été prescriptrices de musique du monde, comme on dit aujourd'hui, puisqu'elles les ont fait enregistrer, créer, ici, à Paris. Et des grands artistes, notamment si je prends ma spécialité, le Maghreb, ont fait leur plus grand succès ici, dans les studios parisiens, avec des artistes venus d'Amérique latine, d'Arménie, d'Afrique ou de France. Et ces standards de la chanson maghrébine sont des chansons aussi de France. Et c'est ce mélange, si on ne comprend pas, et si on ne comprend pas que la grande histoire a à voir aussi avec la création, on ne peut pas aujourd'hui restituer notre part de patrimoine commun qui existe dans toutes les initiatives que sont les festivals, les salles de spectacle et les artistes d'ici et d'ailleurs. Donc j'ai envie de dire à la musique citoyen, réappropriez-vous ces patrimoines, soyez curieux de votre histoire, quelles que soient celles et ceux qui les ont portés, puisque notre pays est un pays avec une immigration et un peuplement qui vient du monde entier. C'est un ancien empire colonial, on l'a rappelé, et si cette nuit coloniale a pesé sur ces peuples, celles et ceux qui ont fait pousser, j'allais dire, ces chansons, cette culture, en sont aujourd'hui à nous transmettre cette création. C'est à nous d'aller nous les approprier et de les transmettre à tout à chacun. Donc soyez curieux, continuez à l'être comme cet après-midi. Naïma, Hubert, Yaïl, s'il vous plaît, qui Merci nous demande beaucoup. d'applaudir très 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 fort. Merci Naïma. Alors, Miss Inès, notre DJ, qu'allons-nous entendre? Moment de transition. Eh ben oui, va falloir être dans le thème là. Ouais, d'ailleurs je suis en train de rechercher le thème, mais j'ai trouvé dans ma tête exactement le thème qui colle à ce que Naïma vient de dire. Je déteste parler. Elle déteste parler au micro, alors donc tu as trouvé de quoi? Très bien. C'est un quiz. Bon, d'accord.
Mais oui, non mais... Voilà, les fans de Clash ont reconnu. Et la voix de Rachita, inimitable évidemment. Vas-y, on voit. As-tu connu l'époque de carte de séjour? T'es trop jeune pour avoir connu. Oui, oui, mais tu veux... Ah, elle voit ce que c'est. Ben moi, je l'ai vécu, madame. On a parlé des années... On a parlé de la fin des années 80, des années 90, l'époque du rail. On va recevoir quelqu'un qui, lui, fait partie de ces artistes qui ont forgé ce que l'on a appelé donc les musiques du monde, ce carrefour qu'a été Paris des musiques africaines dès le milieu des années 80. Il est arrivé en France justement en 1985. C'est un artiste émérite. C'est quelqu'un dont nous respectons le parcours et il fait encore de grandes choses. Cheikh Tidiane Seck, notre pianiste, j'allais dire malien, certes il l'est de naissance et international quoi qu'il arrive. Grand frère, bonne arrivée. Merci, Chloé. La diversité culturelle est en toi, la diversité musicale également est en toi. Comment réagis-tu, toi qui as connu les années 80, les années 90 ici en France, face à ce repli identitaire? Et comment mènes-tu, toi, le combat pour que la diversité existe et soit réellement prise en compte? Je pense que ce combat est le combat de tous les jours. Normalement, c'est pas péjoratif que de dire que nous sommes un et indivisibles. Je pense que la société qui a créé... Bon, l'esprit malin est passé par là aussi. Et il y a des pseudo-spécialistes de telle ou telle branche de nos musiques. Au début, quand je me battais contre ce qu'on appelle le lobbying, world music, musique du monde, mais que je respecte, c'était tout juste pour tirer l'attention sur le fait que nous sommes tous, je dis bien, ceux qui font de la variété française, du rock and roll, du jazz, du R&B, etc., etc. Tout le monde fait de la musique du monde, parce que musique est monde. Donc la preuve est que là maintenant que l'industrie de la musique bat de l'aile et que les choses ne sont pas comme l'engouement qu'il y avait dans les années 80, il y a un recul. Qu'est-ce qui est laissé pour compte? C'est cette forme d'expression de l'art. Les musiques d'ailleurs, je dirais, d'ailleurs. Pas du monde, mais bon. Et je veux dire, Paris était un carrefour comme Abidjan était un carrefour aussi pour l'Afrique de l'Ouest. Et on se retrouvait et on créait une forme de rencontre. Cette rencontre-là, justement, il faut qu'elle soit justement le combat de tous. Bon, tu sais, je suis en train de vous amener la pluie aussi. Vous n'avez pas vu et moi je suis protégé. Donc, dans l'absolu, je dirais que la diversité culturelle est justement le ciment de ce qui est. Parce que moi je suis né français. Je suis né Soudan, sous le Soudan français. Quand je suis né, le Mali n'existait pas. C'était dans les années 50. Et donc, en 60, le Mali a pris son indépendance. Je suis devenu malien. Et je suis malien, fier de l'être, et franco-malien. Donc, la langue de Molière, j'arrive à me défendre, à parler, à m'exprimer à travers cette langue. Je pense que nous nous devons tous de dénoncer la petite mafia qui fait que il manque tellement où est passé le temps des Isaac de Bancolé et Félicité Ouassi, Nawal. Je pourrais continuer de citer
des créateurs et des artistes qui sont des laissés pour compte parce que le lobbying ne les a pas choisis. Nous sommes là, nous existons et nous allons créer la pluralité de notre art, qu'on le veuille ou non. Si j'ai envie de cultiver un langage sonore avec un breton ou une voix basse ou corse, j'ai la liberté de le faire. De le faire et qu'on appelle ça justement création des intels, de Paul ou bien Dupont et puis Zanga. Zanga qui vient d'Afrique de l'Ouest, etc. Pourquoi avoir peur d'innover, de créer, d'écrire encore quelque chose de nouveau qui n'est pas forcément ce qui est ourdi ou bien qui caresse dans le bon sens l'oreille classique de l'Européen. Tout à l'heure, Thomas Laouap, qui est le directeur de Zone Franche, a parlé de ces artistes qui ont du mal à voyager, qui ont du mal à obtenir un visa pour venir se produire en France et faire entendre leur identité à travers leur musique. C'est quelque chose que tu connais. Bon nombre d'artistes que tu fréquentes ont des difficultés pour obtenir un visa pour aller aux quatre coins du monde et surtout en France faire ce qu'ils savent faire. Comment réagis-tu à ça et quel est ton engagement auprès de Zone Franche sur cette question-là? Je dirais que quand je suis venu ici pour la première fois, c'était pas le Zénith, c'était l'hippodrome de Pantin. J'étais dans un groupe qui s'appelait les Ambassadeurs du Mali. C'est les années 70? Non, ici, c'était l'hippodrome de Pantin, c'était le Zénith. C'est devenu le Zénith après, c'était le chapiteau de Pantin. Exactement. Ça, et nous avons joué en 1983 avec Salif 83, et les Ambassadeurs. Et je suis reparti en 85, j'ai décidé de venir vivre en France. Donc depuis 85, ça me fait exactement 32 ans, c'est ici à la moitié d'un cycle. 32 ans de vie en Afrique et 32 ans en France, à Paris, intramuros. Mais quand nous sommes arrivés, j'ai passé devant une commission de titres de professionnalité. Chaque fois pour prouver que mon art est différent de ce qui est dans les carnavals classiques ici. Et après, on me donnait un titre de séjour de 1 an. Par moment, 3 mois. Et j'ai raté des contrats aux États-Unis comme ça. Et 10 ans après, j'ai commencé à avoir 10 ans, 10 années, 10 années. Et dans la foulée, j'ai raté des contrats sur les États-Unis aussi parce que je ne pouvais pas honorer avec M. Weatherport, Joe Zawinul, et etc. Jusqu'à maintenant aller enseigner West African Music meet Jazz. La musique africaine de l'Ouest Afrique rencontre le jazz. Quand je suis arrivé à UCLA, visiting professor, pour 3 mois, j'ai changé, j'ai dit for the globalization of every music. Et j'ai commencé à signer, à enseigner mon approche de l'art là-bas et apprendre aux Américains et aussi ce qui s'est passé comme engouement et mélange et partage au niveau musical ici à Paris et à Bamako et à Abidjan, etc., etc. Donc, mais je pense que nous sommes en train d'aller dans une régression si on est en train de vouloir sucrer les subventions de tout ce que justement tous ces acteurs là, tout ce que vous avez créé et qui faisait que Paris était la capitale quand même de la fusion naturelle. J'ai même fait un album avec M. Hank Jones, pianiste de jazz de 1918, avec la musique mandingue, plébiscitée à l'époque. Mais on ne verra plus ce genre de fusion. Si demain, un Bamileke vient et fait un mélange, pourquoi est-ce qu'on ne se mélange pas assez? On ne le dit pas assez. Il y a un festival, entre guillemets, de musique classique, de musique... Pourquoi il n'y a pas un parfum de partage dans tout? Parce que la musique est universelle. C'est ce qu'avait fait Pierre Akadengue avec l'album Lambaréné, musique de Jean-Sébastien Bach, avec donc les musiques pygmées. Mais tout à fait, ça, tout à fait. Les années 90. Ben voilà, justement, et il faut que ça continue, et qu'on continue de créer, même sur les canevas,
de ce qui est musique actuelle, dit musique actuelle, ça veut dire le hip-hop. Et le hip-hop, tu connais? Ben, écoute, je connais, j'écris pour les enfants, c'est nos enfants. Au contraire, c'est peut-être eux notre revanche contre ce système qui est en train de vouloir tout formater et tout mettre dans un seul canevas. You know? Et moi, je dirais, encore une fois, et je n'attaque aucun pseudo-décideur, je dis seulement, ayez du discernement. Allez dans les vrais endroits où ça se passe. Dans des clubs malfamés de Paris, partout, ça joue et des musiciens qui sont... Ah bon, oui, mais bien sûr, guerrier, laisse-moi le dire. Un jour, je vais t'inviter à aller, pas au baiser salé, mais à côté de là-bas. Tu vas ouvrir une porte, tu vas voir un groupe en train de jouer, un trio, un duo, et ils ont une réalité, ils ont une vie. C'est là-bas aussi, justement, l'identité du mélange de formes d'art, d'expression d'art, ici, dans la ville de Paris. Ça veut dire qu'on va se l'approprier parce que nous ne leur permettons pas de nous diviser. Le mot est lancé, nous ne leur permettrons pas de nous diviser. Applaudissements s'il vous plaît pour Cheikh Tidiane Seck. Merci beaucoup, merci grand frère. Lala na juhele o kabatizo umangu. Leo ni leo usiku wa furaha. Leni ya lala na juhele o kabatizo umangu. Usiku mwema koja shelewa maingu. Toma yabo ya benushia ngari jouza ya lulu. Leo ni leo Je voudrais réclamer quelques applaudissements pour notre DJ, s'il vous plaît, Missy Ness, et sa magnifique programmation, toujours à propos. On va recevoir ici, à l'invitation de Zone Franche, sur la place de la République, la déléguée générale et fondatrice de l'association Latinissimo qui organise Babel Wet Music. Elle est déjà là. Et la célèbre Fiesta des Suds. Florence Castagnier est avec nous. Merci Florence Castagnier d'être là. Florence, tout à l'heure, Cheikh Tidiane Seck parlait de lieux malfamés où l'on entend toute la diversité musicale, la diversité du monde et les diversités qui existent, qui sont des réalités en France. Ces lieux-là, ce sont vos lieux, hein? Babel Wet Music et la Fiesta des Suds. Serait-ce une petite attaque contre notre capitale du Sud, là? Mais une pour un attaque, Parisien, là, à Marseille. Ma chère Florence, une belle attaque. Il y a certes quelques lieux famés, mais, oui, mais il y a aussi des lieux bien famés. Non, mais en l'occurrence le nôtre. En disant, lorsqu'il le disait, lieux mal famés, c'est pour dire que ces lieux-là sont des lieux de diversité. Alors en fait, j'organise donc depuis de nombreuses années 2 manifestations. La Fiesta des Suds, donc j'arrive de Marseille, et la Fiesta des Suds, nous l'avons fait non pas dans des lieux malfamés, mais dans des lieux qui racontent l'histoire de la ville, c'est-à-dire dans le lieu du port. Donc on a fait la Fiesta dans les grands docks de la Joliette, pour ceux qui connaissent Marseille. Ensuite on est passé au J4, c'est-à-dire un grand hangar du port où il y avait des compagnies fruitières. On est passé à la manufacture de tabac. Et on est installé depuis quelques années dans un ancien bâtiment portuaire où on fait la Fiesta des Suds, qui est un festival de musique du monde, donc depuis 25 ans, et Babel Wet Music, qui est un marché des musiques du monde où on fait à la fois des concerts, des showcases, et on soutient les artistes en développement avec un marché des musiques du monde. Donc on est en plein dans l'histoire de la diversité, c'est notre ADN depuis qu'on le fait, et ce qu'il y a d'intéressant évidemment à travers nos manifestations, c'est qu'on touche un public très très large, des jeunes, des moins jeunes, des publics de festivals et des publics qui ne sont pas habitués
à aller dans des festivals parce qu'ils vont justement là dans des lieux qui appartiennent à tout le monde, qui sont les lieux du port et qui sont les lieux finalement où tout le monde peut venir. Donc on n'est pas entre soi de gens branchés sur les musiques du monde, mais on est sur la découverte avec tout au long de l'année au Doc des Suds des musiques actuelles qui permettent à des jeunes de 15-25 ans de venir et après de venir nous voir parce qu'ils ont l'habitude de fréquenter ce lieu et de venir découvrir ces musiques de la diversité. La diversité, c'est l'ADN de Marseille, c'est l'histoire de Marseille. Tout à fait, c'est pour ça qu'avec nos manifestations, dès la première année de la Fiesta des Suds, ça a marché parce que tout de suite, il y avait des résonances dans la population. On a fait des musiques, évidemment. Alors, on est à la porte de la Méditerranée, c'est vrai que très naturellement, au début, on a été cette porte d'entrée sur la Méditerranée, sur les musiques de l'autre rive, les musiques d'Afrique du Nord, les musiques du Moyen-Orient, avec les Arméniens, les Italiens, les Espagnols, évidemment tous les pays du Maghreb. Et donc, chaque fois qu'on avait ces musiques-là, dans la Fiesta des Suds, le même soir, on avait des musiques on a fait chez Kharemiti, par exemple, et puis en même temps, il y avait des musiques d'Espagne, il y avait des musiques de Corse, et chacun disait... J'y vais, c'est la soirée corse, j'y vais, c'est la soirée algérienne, j'y vais, c'est la soirée espagnole. Pas du tout, c'était une soirée avec toutes ces musiques-là. Et on a fait découvrir ces musiques dans des lieux du port. Et je crois que c'est ce qui a permis, effectivement, cette découverte. Au regard de l'action de Zone Franche depuis de nombreuses années, et là, depuis le 3 février, donc la campagne Au Son, pour que cette diversité culturelle, pour que toutes ces musiques soient respectées, reconnues, intégré au moins 10% dans les médias. Est-ce qu'il est facile aujourd'hui à Marseille, avec la Fiesta des Suds, avec Babel World Music, est-ce qu'il est facile d'être accepté, d'être soutenu par les pouvoirs publics? Ou est-ce que vous sentez un frémissement, une envie de soutenir un petit peu moins? Alors je pense que notre force, c'est que ça marche très bien. C'est-à-dire que la Fiesta des Suds, on a beaucoup de monde. Babel Men Music aussi, on a dans la continuité de la Fiesta beaucoup de monde. Donc on est finalement un contre-pouvoir. C'est-à-dire que les pouvoirs publics sont obligés de nous prendre en compte. Donc jusqu'à présent, alors on a eu des baisses de subventions comme tout le monde, mais qui étaient plutôt des baisses d'ordre général plutôt que des attaques sournoises de nos musiques. Et Babel Men Music, on a pourtant eu un changement de présidence. Pour l'instant, on n'est pas touché. Par contre, c'est une bagarre de tous les jours. Donc notre existence n'existe que parce qu'on a une force. On a une force médiatique, on a une force de public. Quand on reçoit 50 000 personnes à la Fiesta, quand on reçoit 15 000 personnes à Babel, les pouvoirs publics sont obligés de le prendre en compte. Et n'importe quel article, n'importe quel petit article qui fait qu'on est remis en question touche sa cible. Donc nos politiques sont sensibles. Après, baisse des subventions, baisse des aides, c'est un peu général malheureusement. Le succès de ce qui est entrepris, Florence, à Marseille, force le respect de tous, et cette action-là qui marche, eh bien, donne peut-être des idées. Comment est-ce que tu pourrais, toi, aider, inspirer Zone Franche et toutes ces femmes et tous ces hommes qui se battent pour que la diversité culturelle, musicale soit définitivement prise en compte en France? Que faudrait-il faire? Alors nous, on a fait, dans le cadre justement de la campagne, on a fait un débat politique dans le cadre de Babel Men Music, donc il y a 3 semaines, où on a interpellé effectivement des représentants de chaque tendance politique, qui ont tous dit évidemment à quel point ils allaient nous soutenir, que c'était bien, que les musiques du monde, qu'il fallait, etc. Bon, de toute façon, le combat continue, on sera obligé de le faire. Moi, je pense que ça passera aussi par l'éducation. Et nous, par exemple, à Babel, on fait un travail en direction des lycéens. On a tout au long de l'année des interventions dans les lycées. On amène la musique, on amène des groupes de musique dans les lycées. On a 600 lycéens après qui viennent à Babel Men Music. Et donc, cette éducation-là est évidemment fondamentale. Et tous ces lycéens, on leur a amené la campagne de l'affiche, ça a trouvé des résonances, ils ont vu cette diversité. Les musiciens qu'on fait intervenir présentent leur musique en la liant évidemment avec les musiques actuelles. Le public des lycéens des 15, 16 ans, 17 ans, ils sont plus musique actuelle. Et quand on leur montre que les musiques actuelles s'appuient sur les musiques traditionnelles, on a une chanteuse qui s'appelle Siska qui est venue, qui est d'origine algérienne, qui a pris un morceau très traditionnel de musique algérienne, de musique arabe, et elle l'a mis à la gogo du jour avec la musique électronique actuelle, et ça a fonctionné. Et donc cette découverte des musiques du monde par les jeunes, c'est fondamental. La musique,
au service de l'éducation, au service du regard positif sur l'autre, des jeunes à qui on peut faire écouter également du Kalsoum? Ah oui, complètement. C'est appuyé sur ces musiques. Ils s'aperçoivent que les musiques électroniques, les musiques actuelles qu'ils écoutent, s'appuient sur des musiques qu'écoutent les parents, pour ce qui concerne évidemment l'Afrique du Nord, mais les musiques antillaises aussi, ça marche très bien, ou les musiques d'Afrique noire, puisqu'on a quand même beaucoup de populations qui viennent de tout le continent africain et moyen-oriental. Et des Comores aussi. Et des Comores, bien sûr, et ils découvrent que les musiques qu'ils entendent chez eux, elles sont actuelles aujourd'hui aussi à travers les musiques qu'ils écoutent eux en tant que jeunes et qu'ils écoutent même sur les radios commerciales. Il est, pour toi, chère Florence, de toute évidence, que le combat que mène Zone Franche, que chacun mène, est un combat que nous remporterons de toute façon. Oui, c'est ce que disaient les intervenants qui sont passés avant moi, c'est que de toute façon c'est la réalité. Donc qui c'est qui la nie? Pourquoi la nier? On la nie pas pour des basses réflexes électoraux, mais la réalité c'est qu'on est un pays de mélange, un pays de multiplication des ethnies et des origines. Enfin, on le voit fortement à Marseille, mais à Paris c'est pareil. Et donc de toute façon ça correspond à une réalité qui fait que de toute façon les choses avancent. Ça on peut rien faire contre. Et nous on va le magnifier parce que pour moi évidemment la musique c'est le meilleur moyen de rentrer en contact. On le voit quand on a eu des chants comme Aïcha, qui est devenu quand même un chant en France qui représentait finalement la France. Quand on voit à quel point ce chant a été repris partout par tout le monde, on s'aperçoit que de toute façon ça existe, on ne peut pas faire autrement. Exactement. Merci beaucoup. S'il vous plaît, je vous demande d'applaudir. Je vous attends à Marseille. Florence, bon retour à Marseille. Mais ne pars pas, hein, on a encore besoin de toi. وحيد ما يدرى به الزمن الشجر جف دم الهلا الجزع شقق واتكسر وين يا وطن وين يا زمن قبل من سنين تغلط وتفلك في جبينك بالألم وين يا وطن وين يا زمن قبل من سنين Notre Miss Inès me disait, elle a été primée, t'es toujours dans le ton, hein, elle a été primée donc à Bab el-Med. C'est El Sarah and the No Buttons. Voilà, c'est dit. On va recevoir quelqu'un qui également a reçu beaucoup de prix, son parcours, de belles études, son parcours force le respect. Elle est la co-organisatrice du festival Jeunes, j'espère ne pas me tromper, dis-moi, Jeunes Textes en Liberté. Je vous demande de recevoir Penda Diouf, s'il vous plaît. J'étais à deux doigts de confondre avec un autre festival, Penda. Ah ouais? Non, c'est pour ça que je me suis rattrapé. En septembre, tu vas publier un ouvrage sur, dis-moi si je me trompe, sur les auteurs racisés. Explication. Effectivement, au mois de septembre, on a pour projet avec un collectif d'auteurs racisés de lancer une revue qui sera annuelle pour l'instant et qu'on souhaite ensuite pérenniser, puis qui aura une périodicité de 2 fois par an, je pense. Et l'objectif, c'est vraiment de valoriser les auteurs racisés qu'on ne voit pas forcément ou qui sont souvent mis dans la case francophonie parce qu'ils ont un nom d'ascendance étrangère. Donc voilà, l'objectif, c'est vraiment de montrer la diversité des textes qui sont écrits et aussi montrer la diversité des enjeux, des narrations qui peuvent traverser ces auteurs et montrer aussi qu'ils existent parce que depuis en fait c'est très récent mais je pense que ça date de la dernière rentrée littéraire où des auteurs racisés ont eu de nombreux prix, notamment le prix Goncourt avec Leila Slimani et le prix Goncourt des lycéens avec Gaël Faye. Alors c'est vrai, on l'a évoqué tout à l'heure, hein, tout au long des interventions des uns et des autres, c'est-à-dire qu'il y a
cette idée que l'on est probablement de ce pays, mais qu'on ne l'est pas tout à fait. On est la diversité, on est issu de l'immigration, on fait partie de la francophonie. Alors que faut-il pour être français? C'est la question que les uns et les autres se posent. Et moi j'ai envie de te dire, en quoi le festival, ton festival, peut aider à accepter cette diversité de cette France, cette diversité du monde en France? Alors le festival Jeunes Textes en Liberté travaille sur les questions de représentation sur les plateaux de théâtre. C'est-à-dire que très souvent sur scène vous allez avoir des comédiens blancs et vous allez avoir seulement des comédiens racisés, noirs, arabes ou asiatiques seulement lorsque c'est indiqué dans les didascalies. Donc nous on a décidé que c'était pas possible et que tous les textes pouvaient être joués par n'importe qui. Donc ça c'est le premier objectif de Jeunes Textes en Liberté, donc travailler sur la question de la représentation sur scène et aussi travailler sur la question de la narration, que les histoires qui sont racontées soient pas toujours les mêmes et que par exemple vous allez avoir énormément de textes au théâtre sur des mythes comme Médée par exemple ou Antigone, etc. Et ben, nous on souhaiterait que les mythes, notamment africains comme Ablapoku ou bien Mami Wata, soient aussi représentés sur scène, parce qu'il y a la même, en tout cas il y a une connexion historique qui est évidente. Évidemment, Samori Touré pourrait être joué au théâtre ou au cinéma, et c'est vrai que ce n'est pas dans l'imaginaire. On est donc là avec des populations perçues encore par certains comme étant des populations étrangères. On est face à la possibilité pourtant eh bien, que d'autres héros, peut-être d'ailleurs, fassent partie du récit français. Alors lorsque je parle de Samori Touré, il fait partie du récit français puisqu'il a combattu la colonisation. On pensait que l'univers du théâtre, que l'univers de la culture permettrait plus d'échanges. Comment peut-on expliquer que même dans ce monde-là, il y ait autant de volonté d'ostraciser l'autre, de marginaliser l'autre? Les intervenants précédents en ont parlé, en ont très bien parlé, notamment Françoise Vergès, présidente de Décoloniser les Arts. Mais je pense qu'il y a aussi une question de pouvoir. Et qu'en fait, les personnes qui sont au pouvoir actuellement dans les grandes structures de théâtre, par exemple, ne veulent pas faire la place à d'autres. Voilà, je pense que c'est vraiment une question à la fois de pouvoir, et puis ensuite, on continue à maintenir l'autre dans une sorte de préjugés, de stéréotypes qui est très enfermant et pour le coup clivant. Voilà. Comment peut-on, Penda, changer la réalité? Le théâtre, c'est ton domaine. Comment peut-on changer cette réalité-là? Comment peut-on faire en sorte que le théâtre soit à l'image de ce qu'est la France? Moi, j'insiste encore un petit peu sur cette question-là. Je vois deux choses, mais alors la première peut-être viendrait des structures et des institutions. Ça serait travailler peut-être sur les politiques volontaristes et notamment sur les quotas. C'était quelque chose qui, il y a quelques années, moi, j'y étais plutôt défavorable, et le temps passant, en voyant que les choses avancent, mais de façon très lente, je me dis qu'effectivement, peut-être que c'est quelque chose qui est nécessaire et qui permettra de mettre un coup de boost en fait à la visibilité en fait des acteurs, des metteurs en scène. Donc ça c'est la première chose que je vois, et la deuxième peut-être c'est du côté des personnes racisées, de faire les choses, de ne pas attendre la légitimation de structures ou de personnes, des personnes qui ont le pouvoir en fait, et de faire les choses par elles-mêmes. Alors en mode guérilla, il y a des modes de financement maintenant qui permettent aussi de faire les choses seules, par du crowdfunding, par ce genre de choses, et je crois beaucoup en ça en fait. Il faut se réapproprier toutes ces questions-là et puis y aller soi-même, ne pas attendre que les autres viennent nous chercher. C'est terrible dans un pays de citoyenneté, de diversité, mais là au sens le plus large possible évidemment. C'est incroyable parce que effectivement l'idée des quotas était quelque chose à laquelle nous étions, certains en tout cas, étaient réfractaires, très clairement. Moi non, parce que je pense que le remède de cheval est la seule possibilité de soigner un mal si purulent.
C'est le cas de le dire. Je suis d'accord, et puis c'est quelque chose qui existe déjà, par exemple pour les zones d'éducation prioritaire, ou bien la parité en politique. Exactement. La musique, puisque la musique nous accompagne durant cette journée, elle est très présente également dans ta vie. Et je sais que tu écoutes des musiques et pas un type de musique. Comment la défendre également dans ce pays-là? Et y a-t-il pour toi un média qui corresponde aujourd'hui à tes attentes, à ta passion de la musique, un média qui regroupe tout? Alors tout à l'heure, en début de rencontre, vous parliez de radios comme FIP et Nova, et effectivement c'est... On a dit RFI aussi. Et RFI. Et RFI. C'est une radio que je connais bien. Donc je peux parler de la diversité des musiques, et en particulier de l'émission d'une de mes collègues et sœurs, je parle pas de mon émission, Musique du Monde de Laurent Saloir. Voilà. Donc voilà, ce sont des médias dans lesquels je peux me retrouver musicalement parlant. Bon. Et qui m'accompagnent régulièrement. On attend l'ouvrage en septembre prochain. Donc sur ces auteurs racisés, je vous demande d'applaudir et de remercier Penda Diouf. Merci Penda. Alors Miss Inès, un peu de musique, et puis dans un instant, Élise, je vais te passer la parole. Es-tu prête? Ah, il faudrait que tu sois prête, hein, parce que maintenant, c'est à toi. Musique, tout de suite. Et dans un instant, l'Agora. Élise Aubry, c'est à toi maintenant. C'est toi qui vas devoir animer cette agora. Voilà, on va vous demander de vous rapprocher. Vous pouvez vous asseoir si vous le souhaitez, celles et ceux qui sont encore debout, pour participer à cette agora, pour que nous puissions vous entendre, vous exprimer donc sur toutes ces questions centrales, importantes dans notre pays, pour l'identité de notre pays, pour la réalité de ce qu'est donc la France, la diversité culturelle et la diversité des musiques, afin que tout cela s'exprime sans qu'il y ait opposition, évidemment. Ce n'est que la conjugaison des talents, n'est-ce pas mon cher Sébastien Lagrave, président donc de Zone Franche? Alors, donc l'idée, hein, c'est pas que ce soit moi qui parle pendant une heure. On a jusqu'à 17h15 pour essayer de discuter ensemble de comment créer des outils pour valoriser et faciliter l'expression de la diversité culturelle. Étant donné qu'il a plu et que nous avons un peu mélangé les différentes expressions qui sont arrivées sur les fils et sur les cartons, et ben, ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va les mettre au milieu et puis ensemble, on va les classer. Comme ça nous permettra de mettre un petit peu d'ordre dans ce qui a été exprimé. Donc il y a trois choses. La première, c'est quand on parle de diversité culturelle, de quoi on parle en termes de définition, de vision. Donc je vais vous demander de vous approcher et de faire avec moi le boulot, hein, tout simplement. La deuxième, c'est quels sont les obstacles aujourd'hui à l'expression des diversités, où est-ce qu'ils sont? Alors tout à l'heure on a entendu parler de la création du ministère de l'identité nationale et de l'immigration, on a entendu parler de l'éducation, on a entendu parler